Bonjour à tous, ici Laura Gagnon et bienvenue à votre magazine Sur le plateau. Aujourd'hui à l'émission, nous parlerons de manque de support dans la DPJ avec Lauriane Lessard, des prix des matériaux de construction avec Émile Lafontaine, de la présence de racisme à Jonquière avec Charline Lachance, d'un accouchement tumultueux avec Juliette Hudon, d'une nouvelle loi sur le contrôle coercitif avec Émilie Frère-Lefebvre et nous débuterons avec Maïka Bouchard qui est là pour nous parler de l'envers du décor des changements climatiques au Canada. Bonjour Maïka. Bonjour Laura. Quels changements le Canada peut-il prévoir dans le futur face aux changements climatiques? Oui, bien, premièrement, il faut savoir que le Canada pourrait réellement bénéficier d'une hausse de température. Selon la géographe Hélène Dion, on pourrait faire de l'agriculture à des endroits où on ne peut pas encore grâce au pergélisol. On pourrait diversifier les cultures. On pourrait ouvrir le passage du nord-ouest qui bénéficierait la navigation commerciale. On pourrait exploiter des ressources dans le nord. Après ça, nos hivers seraient beaucoup moins longs, moins froids, beaucoup plus faciles. Fait que le problème ne serait pas au Canada, mais bien ailleurs dans le monde. Parfait. Allons-nous pouvoir observer sous peu des changements dans le comportement de la population face à l'écologie? Selon la géographe, malheureusement, probablement que non, parce que nous ne sommes pas encore affectés réellement par les changements. Elle dit que c'est seulement lorsqu'on va aller, par exemple, à la station-service pour faire le plein de notre auto et qu'il n'y aura plus d'essence que là, on va être réellement affecté et qu'on va vouloir faire des changements. Donc, on peut observer des côtés positifs du réchauffement climatique, mais quelles sont les répercussions négatives sur la société? Oui, bien, chaque année, on peut le voir sur le bord des côtes, par exemple, au fleuve Saint-Laurent, pendant la période des crues, toutes les maisons y sont inondées, puis ça coûte extrêmement cher pour les assurances. Puis ce qui arrive, c'est que les assurances ne veulent plus assurer les maisons. Pourquoi les gens restent-ils sur le bord des côtes s'il y a plus de risques d'inondation? Simplement pour le côté émotionnel de la chose. Ils tiennent à leur maison, ils ont des beaux souvenirs là, puis payer un plancher à chaque année, ça peut être un très faible coût pour eux. Le Canada est-il prêt donc à réduire la quantité de pollution qu'il produit? En simple réponse, je dirais non parce que justement, il y a trop de bénéfices avec la température qui pourrait augmenter pour économiquement parlant. Très intéressant. Merci beaucoup, Maïka. Merci, Laura. Nous passerons maintenant à Lauriane Lessard qui nous parle du manque de support dans la DPJ. Bonjour Lauriane. Bonjour Laura. Quelle est la conséquence la plus importante du manque de personnel? Je pense que c'est l'effet qu'il y a sur les enfants qui sont placés soit en famille d'accueil ou dans les centres jeunesse. Vu qu'il y a un mouvement du personnel puis que la rotation se fait plus régulièrement des intervenants, les enfants n'ont pas le temps de s'attacher ou de faire un lien de confiance. Donc, ça affecte leur comportement lors des interventions ou avec d'autres enfants de la DPJ ou encore avec les intervenants directement. Donc, ça complique un peu les choses puis ça fait un cercle vicieux négatif. Oui. La surcharge de travail cause plusieurs problèmes, mais quels sont-ils? Dans le fond, les intervenants ont tellement de surcharge de travail, donc ils ne fournissent pas, ils ne donnent pas une bonne qualité, puis les enfants, c'est eux qui en impactent le plus. Donc, si tu ne t'impliques pas à fond avec un enfant, bien lui, il va se sentir un peu rejeté comme il l'a été dans le passé. Tu sais, les traumatismes vont revenir plus souvent. Donc là, c'est un peu compliqué d'établir un bon lien avec les enfants. Par la suite, s'ils n'ont pas le support qu'ils ont, puis la surcharge de travail, donc ça fait qu'ils ne peuvent pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, la co-intervention ne se fait pas, puis c'est une moins bonne qualité de travail. Je comprends. Mais pourquoi le personnel quitte-t-il le milieu? Mais dans le fond, ils quittent parce qu'il y a tellement de surcharge de travail. Les dossiers sont quand même assez lourds, puis si tu en as trop, bien là, ça diminue ton estime de soi, ta confiance, puis ton humeur. Donc, tu ne veux pas intervenir nécessairement de façon négative envers des enfants, puis être démoralisateur. Et les intervenants manquent de support, mais c'est qui ce support? Mais ça serait plutôt du gouvernement avec les patrons et les chefs d'équipe. Parce que si le gouvernement offre un certain système d'aide, les chefs d'équipe vont pouvoir le faire à leurs intervenants et avoir plus de support et de meilleure qualité. Merci beaucoup, Lauriane. Très intéressant. Merci, Laura. Nous passerons à Émile Lafontaine qui nous parle des prix des matériaux de construction. Bonjour, Émile. Bonjour, Laura. Est-ce que nous avons connu une baisse ou bien une hausse sur les prix des matériaux? En fait, pour récapituler, en 2020, on a eu une hausse drastique. Pour vous donner un exemple, Protégez-vous rapporte qu'un 2x4 d'épinette qui coûtait 3,09 $ en 2019 coûtait alors 7,43 $ en 2021. Aujourd'hui, ce même 2x4 d'épinette coûte
3,42 $. Qu'est-ce qui cause ces variations? J'ai eu la chance d'interviewer le fondateur et propriétaire d'Installation DL, une compagnie de portes et fenêtres qui se situe à Saint-Séverin-de-Prouville. Danny Lafontaine m'expliquait que les manufacturiers n'ont pas eu le choix d'augmenter leur prix, eux qui étaient dans une période difficile financièrement. Donc, ils se sont sortis la tête de l'eau. Ça fait gonfler les prix partout dans tout le secteur de la construction. Et pour les matériaux, est-ce que c'est seulement sur le bois qu'on voit les variations? Non, vraiment pas. M. Lafontaine m'expliquait que c'était vraiment tout le secteur de la construction qui a été touché. Parfait. Puis pour lui, est-ce que M. Lafontaine, cela l'a affecté financièrement? Bien évidemment que ces prix n'ont pas eu le choix d'augmenter avec la hausse des matériaux, mais ça n'a pas fait baisser ses ventes, même qu'au contraire, ça a fait augmenter parce qu'en parallèle, on avait une crise, la COVID-19, on était tous confinés chez soi. Donc, les personnes en ont profité pour changer leurs portes et fenêtres, agrandir leur maison. Il m'expliquait aussi qu'il a vu beaucoup de personnes quitter la ville pour venir s'installer en campagne. Donc, ils se bâtissent plus de portes et fenêtres. Et à quoi on s'attend pour la suite? Beaucoup d'entrepreneurs, dont Danny Lafontaine, voient les prix descendre plus bas que ce qu'on a eu normalement plus tôt dans l'année. Parfait. Merci beaucoup, Émile. Merci, ça fait plaisir. Nous passons maintenant à la présence de racisme à Jonquière avec Charline Lachance. Bonjour Charline. Bonjour Laura. Parle-moi de la personne que tu as rencontrée. En fait, moi, j'ai interviewé un étudiant de 24 ans qui s'appelle Pascal, qui étudie présentement au cégep de Jonquière. Parfait. Et pourquoi, selon lui, le racisme est pire en région qu'en ville? Dans le fond, lui me parlait plus de diversité. Fait qu'il me dit qu'en ville, on voyait beaucoup plus de diversité, il y a beaucoup plus d'étudiants étrangers, d'immigrants. Puis ici, en région, on en voit moins, fait qu'il y a moins d'immigrants. Puis ça pousse, dans le fond, la population du Saguenay à justement moins connaître le sujet, puis à être moins sensibilisée. Fait que des fois, en région, on a plus de préjugés qu'en ville. Et quelles solutions pourraient être mises en place pour contrer ce problème? Par exemple, on pourrait avoir recours à des organismes qui pourraient justement pouvoir parler du sujet pour que les gens soient plus informés, puis que les gens puissent justement être plus informés, puis moins avoir des préjugés là-dessus. Fait que ça pourrait être justement dans le fond, faire des présentations pour parler du sujet, ça pourrait être des campagnes de sensibilisation. Il y a plusieurs solutions, dans le fond, qui s'offrent à nous pour améliorer ce sujet. Oui. Pourquoi Pascal sentait le besoin de s'exprimer à ce sujet? Lui, dans le fond, il me racontait qu'il se sentait vraiment comme inférieur en tant que personne. Puis je pense que personne devrait justement avoir à vivre ça. Fait que lui, il voulait vraiment s'exprimer sur le sujet parce que justement, ça vient beaucoup l'atteindre. Tu sais, il a vécu des situations comme par exemple, dans le bus, on lui a déjà demandé de changer de place parce que justement, il y a une vieille madame qui voulait s'asseoir à sa place. Fait que c'est plein de petits trucs comme ça qui le font sentir tellement inférieur à d'autres personnes que lui voulait s'exprimer à ce sujet-là. Je comprends. Merci beaucoup, Charline. Très Merci, intéressant. Laura. Nous serons maintenant avec Juliette Hudon qui nous parle d'un accouchement mouvementé. Bonjour Juliette. Bonjour Laura. Comment s'est passée l'arrivée de la mère à l'hôpital? Dans le fond, elle s'est présentée 2 fois. C'est seulement la 3e fois qu'elle s'est fait accepter à l'hôpital. Elle était à sa 41e semaine, elle était remplie de sang, puis elle a quand même dû insister à cause d'un manque de personnel, mais elle s'en fait accepter. Donc, elle est à l'hôpital, elle a sa chambre. Maintenant, comment se déroule son accouchement? Elle a eu un accouchement très difficile. Dans le fond, elle avait des contractions irrégulières, donc ils l'ont attachée à une machine qui recrée les contractions, désolée. Puis, pendant plusieurs heures, par la suite, c'était trop douloureux. Elle a demandé un épidural. Le médecin a raté l'épidural. Elle avait donc un dysfonctionnement du bas du dos et des jambes pour la prochaine année. Par la suite, le cœur de Lionella, sa fille, a arrêté. Donc, elle a dû aller en césarienne d'urgence. À propos de la césarienne, est-ce que celle-ci s'est bien passée? Elle s'en souvient pas trop. Elle était sur plusieurs drogues à cause de l'épidural et tout ça. Mais elle se souvient de 2 éléments. Que quand son enfant est sorti, elle pleurait pas, ce qui voudrait dire qu'elle était décédée. Mais par la suite, ils ont réussi à la sauver, donc tout était correct là-dessus. Elle a eu une tache sur le nez. Elle avait une tache rouge. En fait, c'était la chirurgienne qui avait échappé un scalpel sur le nez de l'enfant. Donc, oui. Je comprends. Et est-ce que l'accident, justement, avec le scalpel, est-ce que ça a mis la vie de l'enfant en danger? Oui, elle ne pouvait plus respirer. Elle a donc dû être transférée à l'hôpital Sainte-Justine, qui s'occupe vraiment des enfants.
Donc, pendant quelques mois, elle a dû se faire... Être à l'hôpital. oui, Je être comprends. à l'hôpital. Et est-ce qu'elle va bien maintenant? Est-ce que ça a rentré dans l'ordre? Oui, ça a pris plusieurs mois, mais maintenant, elle est correcte. La mère aussi, les deux sont en santé. C'est sûr qu'ils ont des séquelles mentales, mais sinon, ils vont très bien. Parfait. Merci beaucoup, Juliette. De rien. Finalement, nous terminerons avec la nouvelle loi sur le contrôle coercitif en compagnie d'Émilie Frère-Lefebvre. Bonjour, Émilie. Bonjour Laurent. Qu'est-ce que le contrôle coercitif? Le contrôle coercitif, c'est très peu connu par la société. C'est une forme plus insidieuse de violence. Dans le fond, c'est un schéma qu'on retrouve dans les relations toxiques ou abusives. Ça passe par la manipulation, par plein de petits systèmes abusifs, puis que le conjoint s'immisce et s'impose mentalement. Parfait. Quelle est sa valeur juridique? Il n'était pas reconnu avant, mais en juin 2024, un projet de loi a été admis à la Chambre des communes et la modification au Code criminel est présentement travaillée par le Sénat. Pourquoi on le criminalise maintenant? Dans le fond, c'est un but préventif parce qu'il y a une augmentation des violences et des féminicides. Puis c'est aussi parce qu'il y avait un gros besoin, autant avec le suivi des victimes qui n'étaient pas reconnues et n'en avaient pas accès, que juridiquement, les dossiers n'étaient pas assez bien complétés. Je comprends. À quel impact on peut s'attendre dans la société? C'est sûr qu'on peut s'attendre à une augmentation des dénonciations, même si c'est seulement 5 à 10 des victimes qui portent plainte. Aussi, les dossiers vont être plus solides et complets et plus rapides à être apportés. Les victimes auront plus de ressources, mais aussi on peut s'attendre à une compréhension du phénomène et aussi à faire de la prévention, on espère un éveil des consciences. Sommes-nous prêts pour les changements que cela va amener? L'intervenante avec qui je me suis rencontrée, Kelly Lagacé, nous dit que les systèmes sont défaillants, autant politiques que juridiques. Puis elle espère qu'ils auront un accompagnement pour être informés auprès des victimes. Puis aussi, c'est pas parce que les systèmes ne sont pas prêts que ce n'est pas nécessaire. On veut briser les tabous et entamer les discussions. Parfait. Merci beaucoup, Émilie. Très intéressant. Merci, Laura. C'est déjà la fin de l'émission. Merci à tous nos journalistes d'avoir été présents. Maïka Bouchard, Lauriane Lessard, Émile Lafontaine, Charline Lachance, Juliette Hudon et Émilie Frère-Lefebvre. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres actualités sur le plateau.